Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. J'en parlais en introduction de l'émission, deux incidents mortels dans le domaine de l'aviation sont survenus à quelques jours d'intervalle. Y a-t-il matière à s'inquiéter? Il s'agit encore une fois d'appareils de Boeing. J'en parle avec Mehran Ebrahimi, qui est directeur de l'Observatoire international d'aéronautique et de l'aviation civile et professeur à l'UQAM. Bonjour, M. Ebrahimi. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous à l'émission. Écoutez, je voulais c'est un grand plaisir de vous accueillir. Écoutez, je voulais un peu avoir votre perspective donc sur ces deux incidents. Prenons-les l'un après l'autre. Puis, évidemment, un drôle d'histoire là, survenue au-dessus de la Russie le jour de Noël. On commence à avoir de plus en plus d'informations. Évidemment, la Russie, toujours un peu opaque là, par rapport au concert des nations. Je voulais un peu avoir les dernières nouvelles là, concernant cet incident. Alors, vous savez, c'est la tradition dans l'aviation, c'est un accident de dire on ne se prononce pas tant que l'enquête n'est pas terminée parce qu'il y a un nombre important d'éléments qui peuvent intervenir et de changer la cause. Ceci étant dit, dans le cas de Azerbaijan Airlines, on est dans une zone de guerre. Ce qui est pour moi, comme expert de l'aviation, étonnant, c'est que dans une zone de guerre, dans une zone où on est l'objet d'attaques de drones, donc le gouvernement russe l'a dit, ils l'ont dit et redit, pourquoi ils n'ont pas fermé l'espace aérien? Ça, c'est la première chose qu'on fait dans une zone de conflit. Et ne pas fermer donc l'espace aérien, c'est d'une certaine manière, j'allais dire, dans les meilleurs des cas, ne pas s'inquiéter pour la vie des civils, et dans les pires cas, c'est de vouloir en faire, si vous voulez, une des cibles. Ça c'est la première chose. Et quoi qu'il en soit, le fait que l'espace aérien soit fermé, c'est déjà une faute des Russes qu'on ne peut pas pardonner. Deuxièmement, quand on regarde l'avion qui était en bon état, une compagnie qui est compagnie, je dirais, correcte, donc maintenance correcte, qui n'a pas une historique problématique. Donc, un avion qui part, donc dans les conditions météorologiques très favorables, normales. Et là, tout d'un coup, cet avion donc a un problème grave. Et ce qui est encore, à mon avis, c'est que je veux bien, c'était une zone de guerre, je veux bien qu'il y a des drones, alors les Russes étaient sur le qui-vive pour essayer de défendre leur espace aérien, tout ça d'accord, mais le problème c'est que quand l'avion a été touché, en tout cas l'avion a signalé qu'il y avait des problèmes majeurs et qui ont demandé à atterrir d'urgence dans un aéroport de proximité, les Russes ont refusé. Donc, non seulement ils n'ont pas fermé l'espace aérien, mais en plus, ils ont refusé que cet avion puisse atterrir quelque part plus proche. Alors, ce qui fait que les deux pilotes, ils ont fait preuve de beaucoup de prouesses de pilotage pour traverser la mer Caspienne et d'aller au Kazakhstan. Et malheureusement, donc le système de navigation de l'avion le système hydraulique a été pas mal abîmé donc par les éclats, donc schnapp, donc comme on dit. Donc, et les pilotes n'ont pas pu, malgré tout l'effort qu'ils ont fait, n'ont pas réussi à atterrir correctement. Et malheureusement, on connaît le résultat très, très dommageable. C'est assez surprenant pour moi, professeur Ebrahimi, qu'il y ait des survivants, en fait, à une affaire comme celle-là. Donc, encore une fois, je respecte là, qu'on ne se prononce pas, mais selon les informations qui ont fusé, donc possiblement qu'il y aurait eu des éclats, des tirs, on ne sait trop quoi. L'appareil, est touché, se met en mode Mayday, comme on dit, et donc, comme vous le dites, est refusé l'atterrissage, traverse la mer. Comment... Puis on a vu les images de l'avion est disloqué en plusieurs morceaux. J'ai de la misère à comprendre qui survit à ça et comment on survit à ça. Ça me semble quand même hautement catastrophique. Autant, on peut pleurer les morts et c'est inacceptable. Autant, il y a eu des survivants et pour moi, ça, c'est quand même... C'est un miracle. Mais comment expliquez-vous cela, qu'il y ait des survivants à un incident comme celui-là? Ouais. Alors, ça s'explique un peu mieux, si je peux me le permettre. En fait, ce qui se passe, c'est que ce genre d'incident, d'ailleurs, ce n'est pas le seul cas. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, un avion d'Ukraine Airlines, un 737, qui décollait de l'aéroport de Téhéran, qui allait vers Kiev, donc justement, suite à un conflit entre les Iraniens et les Américains. Oui, je me rappelle.
Voilà, tout à fait. Et puis beaucoup d'Iraniens d'origine canadienne, d'origine iranienne, qui étaient dans cet avion-là. C'est la même chose. En fait, on envoie des missiles sol-air et ces missiles-là ne vont pas frapper l'avion en tant que ça. Ils vont donc en parallèle à l'avion, proche de l'avion, et ils explosent. Il y a une quantité importante, plusieurs milliers de schnarpels qui vont partir de là. C'est des petites billes, en fait, là, presque, là, ouais. Qui partent et qui frappent. Alors c'est pour ça que donc l'avion n'a pas été détruit, si vous voulez. L'avion n'a pas explosé en vol. C'est tout simplement ces débris-là sont allés frapper partout. Donc c'est pour ça qu'on a vu dans les images, par exemple, un gilet de sauvetage qui était troué. On a vu des trous un peu dans le carlingue de l'avion. Donc ça a touché aussi le système hydraulique de l'avion. Donc c'est pour ça que l'avion a pu continuer son chemin avec difficulté et d'espérer pouvoir atterrir. Et donc c'est pour ça que l'avion à ce moment-là, c'est toujours comme ça en fait. L'avion qui percute le sol, c'est toujours avec la tête. C'est pour ça que la première zone de choc, c'est le devant de l'avion. Et c'est pour ça que ça arrive que les gens qui sont en arrière de l'avion, ils sont moins abîmés, si vous voulez. Et dans ce cas-là, parce que l'avion n'a pas explosé en vol. Et d'ailleurs, dans le cas de l'avion sud-coréen, c'est la même chose. Les deux personnes, personnels de bord, qui ont survécu, c'est des gens qui étaient complètement au fond de l'avion. Mais bon, cette fois-ci, on est dans une autre configuration. Oui, parlons-en. On voit à l'instant des images là, c'est assez étonnant de ce deuxième incident donc, qui survient en Corée, le vol 2216 de Jeju Airlines. Et ça, c'est quand même... faut le faire, là, 179 des 181 personnes à bord. La Corée du Sud, qui n'est pas un pays de seconde zone, j'aurais envie de dire, c'est un pays hautement développé, riche, avec un historique, je pense, de sécurité aérienne exemplaire. J'ai encore une fois de la misère à comprendre ce que j'ai pu lire, professeur Ibrahimi, sur le web, c'est que, des avions, des oiseaux, mais je comprends pas pourquoi, selon les images, le train d'atterrissage n'est pas déployé. Voilà. L'avion est sur son ventre. Je comprends les oiseaux dans des moteurs, mais j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce qui est vraisemblable là, dans ce cas-ci. Oui. En fait, encore là, il faut attendre l'enquête et puis on peut espérer que justement, en Corée du Sud, on n'est pas dans le cas de la Russie, ni Azerbaïdjan, ni Kazakhstan, qui sont des alliés. Là, on est dans un cas d'un gouvernement de droit et puis malgré les crises politiques actuelles, c'est quand même un gouvernement de droit et puis le système de l'aviation civile est très, très, très digne de ce nom. Alors là, on est dans un autre cas et puis ce qui est intéressant, le transport aérien est devenu sécuritaire parce qu'à chaque fois, on apprend donc des accidents et des incidents. Ce qui est ici le cas, encore une fois, un avion qui n'est pas très, très vieux, 2009, entre en service. Mais le problème, ça, on voit des failles au niveau de l'aéroport. La première chose, c'est que, quand des oiseaux entrent dans les moteurs, c'est rare que les deux moteurs soient, si vous voulez, complètement désactivés suite à cet incident-là. On l'a vu avec, par exemple, le cas. Oui, US Airways, là, sur la Hudson, c'est... Exactement. Ouais. Ça, c'est un cas de miracle, vraiment, ce qu'on appelle d'ailleurs miracle de Hudson. Oui. Donc, c'est vraiment le cas. Mais dans le fait que, vous savez, la hantise des pilotes, c'est les oiseaux. Hein, donc, les oiseaux et aussi, le feu à bord. C'est deux choses que les pilotes parce qu'on ne peut pas, c'est complètement hors de contrôle. Alors, ce qui fait qu'ici, donc, on voit, et vous savez aussi que les oiseaux, ça arrive des centaines de fois où les avions sont frappés par des oiseaux. Ce qui aujourd'hui, on pose des questions là-dessus, bien sûr, alors on voit à 8h57, le tour de contrôle dit qu'il y a un banc d'oiseaux, quelques minutes après, donc le pilote, quelques secondes même après, le pilote dit, voilà, donc collision oiseau, donc il y a une espèce de protocole à mettre en place, et puis à peu près 3-4 minutes après, donc l'avion crash. Ce qui est étonnant, c'est que l'avion, donc on voit, est là depuis ce matin, donc il y a des informations qui sont sorties, le train d'atterrissage a posé des problèmes. Donc on pense que malheureusement il y a eu un cas d'oiseau
mais qui a donc l'avion a voulu atterrir rapidement, donc une première tentative échouée, donc l'avion revient et donc ce qui fait que on va essayer d'ouvrir le train d'atterrissage, ça ne marche pas, l'avion est obligé à ce moment-là descendre sur ce qu'on appelle sur le ventre. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que les avions peuvent avoir, même si le système électrique est complètement out, comme on dit, donc il y a par le les trains d'atterrissage peuvent descendre, mais ça prend un certain temps. Les pilotes n'avaient pas ce temps-là. Probablement que le système d'atterrissage a posé un problème, mais dans ce cas-là, ce qu'on révèle un élément important, c'est la faille de l'aéroport. C'est que généralement, en fin de piste, on a toujours des terres qu'on appelle des terres affaissantes, un peu comme sur les autoroutes, dans les descentes pour que quelqu'un aille se réfugier là-bas. Il y en a à la fin des pistes. Il y a rarement, pour dire jamais, des blocs de béton à la fin. Oui. Et donc, c'est ça révèle quand même un élément important. Donc, là, c'est plus pourquoi, donc, dès la première donc, atterrissage échoué, pourquoi les pompiers ne sont pas entrés en scène, pourquoi on n'a pas mis de mousse sur la piste, pourquoi l'avion, sur une piste de 2800 mètres, elle touche le sol qu'à 1200 mètres, c'est-à-dire il ne se donnait pas beaucoup de marge. Pourquoi si tardivement? Et puis pourquoi finalement cet aéroport, qui est quand même un aéroport international, n'a pas de cet espace de protection à la fin et pourquoi ce mur-là? Donc, toutes ces questions-là aujourd'hui méritent des réponses et suite à l'enquête, sûrement c'est des choses qu'on va apprendre pour que, j'espère, ce genre de choses n'arrivent plus dans l'avenir. Je disais en introduction que c'était une bien sombre année pour Boeing. Encore une fois, dans les deux cas, on peut comprendre que l'entreprise elle-même est peut-être pas en faute, du moins certainement pas en Russie, mais ça a quand même été une année très, très, très difficile pour le manufacturier. Qu'est-ce que... je vous demande pas de vous prononcer, j'imagine que ce sont des gens à qui vous parlez régulièrement, mais c'est quoi l'ambiance là, chez Boeing? Comme ça, on a commencé l'année avec Alaska Airlines, on finit avec deux crashs comme ça, sévèrement, mortels. Comment est-ce que vous voyez ça du point de vue, disons, de l'écosystème aérien mondial actuellement, professeur Ibrahimi? Alors, précisons que dans le cas d'Azerbaijan Airlines, c'était un Embraer, donc en 190, c'était pas un Boeing. Alors que vous avez raison, vous savez, ce qui arrive aujourd'hui, même si aujourd'hui les trains d'atterrissage deviennent de plus en plus donc un élément qui explique la situation, il faut faire la part des choses. Ce qui est arrivé avec Alaska Airlines, c'est un problème de conception et un problème de production. C'est-à-dire que ce sont vraiment c'est un problème de Boeing. C'est-à-dire, on a vu que ces dernières années, Boeing a beaucoup laissé de son sous-traitant, le Spirit AeroSystems. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et tout ça fait en sorte que Boeing n'a plus la légitimité qu'il avait avant à tous les niveaux. Donc, on a vu comment la culture de financier a remplacé la culture d'ingénieur et la sécurité. On a commencé à faire des compromis sur la sécurité et Boeing a payé très cher et continuera, à mon avis, payer encore très cher pendant des années parce que ce ne sont pas des problèmes qu'on peut régler du jour au lendemain. Par contre, une fois que l'avion est rendu ou livré à la compagnie aérienne, si l'avion n'a pas de problèmes de conception, par exemple, comme 737 MAX ou des choses comme ça. À partir de là, c'est la responsabilité de la compagnie aérienne qui est en jeu, pas nécessairement les cas. Si la compagnie aérienne respecte ce qu'on appelle le bulletin ou le carnet de maintenance de l'avion, donc l'avion, en principe, ne doit pas avoir des problèmes majeurs. Et c'est à ce moment-là, c'est la question de maintenance qui est en cause. Et je pense qu'ici, cet avion a été livré en 2009 à Ryanair et puis jusqu'à 2016. L'avion n'a pas eu de problème particulier. Donc, on ne peut pas dire que c'est un problème. Et ça doit être un problème technique comme ça peut arriver. L'être humain n'a jamais fabriqué quelque chose qui ne tombe pas en panne. Donc, c'est une bonne conclusion. Mehran Ebrahimi, je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile et professeur à l'UQAM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir et je vous souhaite une très bonne année. Très bonne année à vous.